J'ai une vingtaine d'années aujourd'hui et ma rencontre a eu lieu lorsque j'avais 6 ans. À l'époque, ma famille et moi vivions dans une maison à Londrina, Paraná, au Brésil. La propriété se trouvait juste à l'extérieur de la banlieue, dans la partie nord-ouest de la ville, à la limite de celle-ci et près de la campagne. Il s'agissait d'un terrain d'environ 420 mètres carrés, entouré de murs de 2 mètres pour plus d'intimité. La maison se trouvait dans un coin éloigné de la propriété, avec une bonne vue sur les environs, 90-95% de la vue sur l'ensemble de la propriété depuis le porche d'entrée de la maison. La région, nord du Paraná où se trouve la ville, ressemble au sud du Missouri ou au nord-est du Kansas, mais elle est tropicale plutôt que tempérée. La population est de plus de 480 000 habitants. Le paysage est assez plat, avec quelques collines. Il y a peu de végétation, seulement quelques parcs et réserves naturelles, mais aucun d'entre eux n'est assez grand pour abriter une population décente d'espèces animales de taille moyenne ou grande. Il n'y a pas d'ours au Brésil, et les plus grands prédateurs que l'on trouve à l'état sauvage sont le loup à crinière, le cougar d'Amérique du Sud et le jaguar du Pantanal. Aucun d'entre eux n'a pu être identifié comme ceux que j'ai vus. Ma rencontre a été brève, mais elle a été suffisamment claire pour que je puisse distinguer la forme de la créature, sa couleur, sa taille, etc. Alors parlons maintenant de la rencontre. Ça s'est passé le vendredi 18 octobre 2002. C'était le milieu du printemps dans l'hémisphère sud, et cette nuit-là, la lune était pleine, avec un ciel relativement nuageux. Nous avions une douzaine de chiens sur la propriété, qui dormaient tous ensemble dans un grand chenil sur le côté de la maison. D'habitude, ils sont plutôt calmes la nuit, mais cette nuit-là, ils étaient troublés et effrayés. L'un des chiens a réussi à s'échapper du chenil et essayait désespérément d'entrer dans la maison. J'étais seule avec ma mère et elle m'a demandé d'allumer les projecteurs à l'extérieur de la maison pour voir ce qui se passait. Je me suis exécutée et je suis allée sur le porche d'entrée pour scruter les environs et essayer de voir ce qui avait pu effrayer les chiens. En regardant le coin où se trouvait un manguier, à 90-120 mètres, j'ai vu une grande créature grisâtre qui courait à 4 pattes, évitant les lumières. Elle est passée derrière le manguier et a disparu dans l'obscurité. En la voyant, je l'ai immédiatement identifiée comme étant une sorte de loup-garou, comme celui du film Bad Moon en 1996, mais avec une tête un peu plus grosse, un museau plus épais et une carrure plus importante. Sur ses pattes arrière, il devait être au moins aussi haut que les murs de la propriété, 2 mètres environ. Je me suis figé pendant quelques secondes après l'avoir vu. C'était une brève observation. Elle a duré 2-3 secondes, et dès que je me suis remis du choc, j'ai sprinté aussi vite que possible pour entrer dans la maison, verrouiller toutes les portes et fermer les fenêtres qui étaient encore ouvertes. À l'époque, je connaissais les films de loup-garou. J'étais déjà conscient de l'impossibilité qu'une personne puisse se transformer en monstre, mais ce que j'ai vu ressemblait indubitablement à un loup-garou. Donc, depuis cette rencontre, j'ai commencé à croire en ces êtres, et ce n'est que récemment que j'ai entendu parler du terme dogman, qui sont plutôt considérés comme des cryptides et non comme des êtres métamorphes. C'est ainsi que j'ai rencontré un dogman. Tout comme aux États-Unis, où il y a des endroits où les observations sont fréquentes, il y a des endroits au Brésil où elles se produisent fréquemment aussi, comme à Joanópolis et Três Lagoas. Joanópolis a connu des observations de loups-garous et de dogman depuis sa fondation. On dit que son premier maire était un loup-garou au milieu ou à la fin des années 1800. La ville est remplie de références aux loups-garous. Três Lagoas a connu de nombreuses observations depuis la fin des années 1980, début des années 1990. Il y a eu une série de nuits dans cette petite ville, dans les années 1990, où les gens ont affirmé qu'un loup-garou errait dans les rues après la tombée de la nuit, essayant d'envahir les maisons, grimpant sur les toits et hurlant, effrayant les chiens des gens et attaquant le bétail. Les habitants avaient vraiment peur. La police de l'État a commencé à renforcer les patrouilles de nuit et à enquêter, supposant que quelqu'un était dehors en costume pour effrayer les gens.
Il y a longtemps, j'ai fait du camping dans un endroit du Nouveau-Mexique appelé Oasis State Park. À l'époque, il y avait beaucoup d'enfants dans l'église que je fréquentais et je me suis lié d'amitié avec l'un d'entre eux. Nous étions suffisamment amis pour qu'il m'invite à faire du camping avec lui, son père et sa petite sœur. Bien sûr, j'ai tout apporté. Une Bible, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, des vêtements de rechange pour 3 jours de camping, un petit couteau de poche, une lanterne, mon sac de couchage et ma propre tente, ainsi que des choses basiques comme des chaussettes, une brosse à dents et du dentifrice. Cela n'a probablement pas d'importance, mais j'étais le plus âgé et j'avais peut-être 12 ans. Ryan était plus jeune que moi de quelques semaines et sa sœur avait environ 8 ans. J'ai 19 ans aujourd'hui. Le premier jour, nous avons monté nos tentes et nous nous sommes amusés comme des fous. Après avoir fini, mon ami Ryan et moi avons marché jusqu'à un étang qui n'était pas très loin de nos tentes. Le sentier qui y menait était littéralement à côté de notre emplacement. Je trouve important de mentionner que oui, il y avait des arbres, mais pas comme dans n'importe quelle forêt. Il s'agissait de petits arbres chétifs, manifestement plantés récemment, et qui de toute évidence avaient du mal à survivre. Je m'en souviens à peine, car je n'ai pas vraiment fait attention aux arbustes, à part ramasser des bâtons et faire attention aux cactus lorsque Ryan et moi explorions le sentier. Bref, comme je le disais, Ryan et moi, nous nous sommes bien amusés, même si nous avons dû nous coltiner sa sœur, parce qu'elle s'ennuyait et ne pouvait pas explorer seule. Nous avons vu un joli serpent, lissé noir, je ne me souviens pas de l'espèce. Il était en train de boire à l'étang. Une fois qu'il a fini, il s'est enfui dans les broussailles. À part ça, seules 2 autres caractéristiques de ce parc sont importantes. Les toilettes se trouvaient sur une légère pente le long du sentier, à 2 ou 3 emplacements d'une autre. De plus, un groupe de dunes de sable construites autour de piliers rocheux se trouvait devant notre emplacement, à environ 3 emplacements. Au-delà de ce pilier, il y avait une zone clôturée, très plate et très sèche, si je me souviens bien. Les toilettes devant ma tente se trouvaient à gauche, les dunes directement devant, à travers un sentier mal entretenu. Le premier jour s'est bien passé, et ce soir-là, nous avons fait un feu de camp, dégusté les s'mores et raconté des histoires. Le père a raconté la seule histoire effrayante de la soirée. Il s'agissait d'un bâtiment abandonné avec des fantômes ou quelque chose comme ça, et ce n'était pas si effrayant que ça. Je me suis couché ce soir-là en m'attendant à un sommeil froid mais paisible. À un moment donné, je me suis réveillé et j'ai eu envie de faire pipi. Je n'avais pas envie de marcher jusqu'aux toilettes. Je suis paresseux, je l'avoue. Alors j'ai uriné sur un petit boulot qui se trouvait littéralement à 1,5 mètre de ma tente. Après ça, je suis retourné me coucher. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai dormi avant de me réveiller avec des maux de ventre. Il venait de pleuvoir, je le voyais à une petite fuite dans la tente, et je n'allais pas faire mes besoins sur un arbre. Ma petite lanterne LED n'était pas très puissante, et mes chaussures étaient complètement mouillées à l'extérieur, mais j'avais besoin d'y aller et ça ne pouvait pas attendre. Alors j'ai décidé de faire avec. Comme toutes les tentes que j'ai eues, la mienne avait 2 ouvertures. Une porte zippée avec une porte moustiquaire zippée à l'extérieur. De cette façon, on peut voir dehors sans sortir et sans que quelques moustiques ne s'installent pour la nuit. Alors, ayant entendu des hurlements de coyotes, j'ai voulu vérifier l'extérieur de ma tente avant d'en sortir. Et aussi, étant un enfant, je n'ai pas réalisé à quel point un coyote sauvage et affamé pourrait facilement déchirer ma fragile moustiquaire en nylon. J'ai donc ouvert la tente et j'ai allumé ma lanterne LED. Pendant quelques secondes, tout semblait clair et la pluie avait déjà cessé. J'ai alors décidé que c'était sans danger. J'ai commencé à ouvrir la moustiquaire quand j'ai entendu un hurlement très fort, comme celui d'un coyote, mais beaucoup plus profond. Si vous avez déjà entendu des coyotes, leurs cris peuvent être très aigus, alors c'était bizarre. Il m'a fallu un moment pour cesser de me concentrer sur cette tonalité étrange et réaliser que le hurlement était proche, comme s'il provenait de l'étang. Je n'ai même pas pensé à éteindre ma lanterne. Je me suis contenté de fermer le rabat de la tente.
À environ un tiers du temps nécessaire pour fermer le rabat de la tente, j'ai entendu un craquement, comme lorsque vous êtes sur un terrain de jeu rempli de galets et que quelqu'un marche nonchalamment. C'est parce que les emplacements des tentes étaient équipés d'un sol en galets, juste un tas de petits cailloux dans un grand cercle ouvert pour rendre la zone de campement plus lisse. Non seulement le hurlement était étrange, mais les pas eux-mêmes étaient bizarres. Il s'écoulait pas mal de temps entre chacun d'entre eux, et on aurait dit qu'ils étaient traînés comme des griffes. À ce moment-là, je commençais à être vraiment effrayée. Je me suis demandé ce que c'était, et si c'était prudent d'aller aux toilettes quand même. Et là, je l'ai vu. Je me suis complètement figée. Pour la première fois de ma vie, mon esprit était vraiment vide. L'animal était énorme, d'après ce que montrait ma lanterne pourrie. Il était grand et avait un mélange de couleurs sur le dos, tout avec des motifs aléatoires de fourrure brune et noire. Il était musclé, mais pas comme un bodybuilder. En outre, il était mince au milieu et avait des jambes et des bras trapus. Les jambes au niveau des hanches étaient plus trapues que toutes les autres parties de ses membres. Par ailleurs, sa fourrure était plus claire que celle de la plupart des représentations du Dogman que j'ai vues, comme le museau qui était blanchâtre sur la partie inférieure. J'ai fait quelques recherches sur le Dogman depuis, et comme la plupart des descriptions, il avait des oreilles plus petites et des yeux brillants, très probablement brillants à cause de ma lanterne. Si l'on veut se faire une idée des oreilles, on peut dire qu'elles étaient placées directement sur le dessus, comme un chat qui essaye d'entendre quelque chose. À un moment donné, il s'est penché et a reniflé l'arbre avant de se tourner vers moi et de me regarder dans les yeux pendant un moment. Mais lorsqu'il s'est penché, ses pattes arrière, je suppose, ont émis d'étranges bruits secs, comme ceux de vos articulations, mais beaucoup plus forts. J'ai regardé ses yeux et je jure que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Vous est-il déjà arrivé de regarder quelque chose, de le regarder dans les yeux et de vous rendre compte que vous étiez la proie? Cette peur primitive qui va au-delà de la peur normale lorsque vous réalisez que cette chose qui vous regarde a tout pouvoir, que vous êtes sa proie et qu'elle n'a aucune pitié discernable. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, sachant qu'aucun mur de tente n'arrêterait cette bête si elle voulait écraser mon crâne dans ses mâchoires. Finalement, je ne suis jamais allée aux toilettes. Je sais ce que certains vont dire. Ce n'était qu'un cinglé avec des peaux de coyote sur le corps. Cela n'aurait pas pu être le cas, car sa fourrure n'était pas très épaisse et je pouvais voir les muscles onduler lorsqu'il bougeait. Plus étrange encore, avant de s'enfoncer dans l'obscurité, il s'est mis à quatre pattes et ce faisant, ses genoux ont fait entendre un bruit plus fort que celui d'un claquement. C'était le bruit des os qui s'entrechoquent maladroitement dans le corps. J'en suis sûre maintenant. Ses genoux devaient se désolidariser et glisser dans une position différente pour qu'il puisse courir à quatre pattes. C'est mon expérience. Certains diront que c'est de la foutaise, mais peu importe. Ce soir-là, mon ami et sa famille avaient entendu le hurlement, mais l'ont ignoré, pensant qu'il disparaîtrait. Je sais donc que ce n'était pas un rêve. Sinon, le lendemain matin, j'avais retenu mon envie d'aller aux toilettes toute la nuit, et je n'ai voulu y aller que lorsque tout le monde était réveillé. Il y avait des traces sur les dunes de sable qu'un ranger a dit être celles d'un coyote, mais sinon il n'y avait aucun signe à part le hurlement fort qui a effrayé tous les campeurs qui étaient réveillés. Si vous me demandez pourquoi cette créature ne m'a pas attaqué, je vous répondrai que je n'en suis pas sûre, mais peut-être que c'était la Bible que j'avais avec moi qui m'a protégée, ou peut-être qu'il n'appréciait pas les humains, ou encore qu'il savait que tout le camping se réveillerait s'il essayait quelque chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même s'il aurait pu m'attaquer ce soir-là, il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que ça s'est passé. Depuis, je suis fascinée par les Dogman. Je veux en savoir plus sur ces créatures. Et si je peux aider d'autres personnes à apprendre en partageant cette expérience aujourd'hui, c'est parfait.